Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 15 juillet 2025. Nous reviendrons ce soir sur les avis et impacts de la loi Duplon sur notre territoire. À l'image de la tendance nationale, les avis divergent dans le département. Nous le verrons dans un instant. Puis nous prendrons la direction de Megève et de son traditionnel jumping international. À cette occasion, Chloé Lemeur nous fera découvrir les coulisses de l'événement grâce à une série de la semaine entièrement dédiée et dont le premier opus est à découvrir ce soir dans le journal. Mais on débute donc avec une décision qui divise. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a officiellement adopté la loi Duplon. Une proposition de loi dont l'objectif affiché était de lever les contraintes pesant sur l'exercice du métier d'agriculteur, mais qui fait pourtant aujourd'hui polémique. Si elle est considérée comme essentielle et indispensable par de nombreux exploitants agricoles, certaines mesures sont fortement décriées, notamment par les écologistes. Les explications avec ce reportage de Kezia Poudou. Écrite en réponse aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, notamment au malaise profond ressenti dans la profession, la loi Duplon visant à lever les contraintes pesant sur ces professionnels a été adoptée ce mardi 8 juillet et elle ne fait pas l'unanimité. Cette loi, elle apporte un avantage, certains avantages aux agriculteurs, mais par contre, elle va sur une ligne rouge qui est la réintroduction des néonicotinoïdes. En particulier l'acétamiprine qui est aujourd'hui nocif pour la santé. Totalement interdit en France depuis 2020 mais autorisé dans d'autres pays de l'Union européenne, ce pesticide devrait donc être réutilisé de façon contrôlée et temporaire et permettrait de réduire les pertes liées aux pucerons. Normalement, le calibre actuellement devrait être à peu près de ce type-là. Et là, on voit qu'une branche vient d'être prise par le puceron, même tout le haut de l'arbre. Ça fait du petit calibre comme ça. Donc ces pommes, elles sont improductives. L'année prochaine, on a une autre molécule qui va disparaître. Donc il ne restera plus que cette molécule-là pour le puceron ou la punaise. On est toujours en train d'essayer de suivre et de regarder les seuils avant de déclencher des traitements. Ce n'est pas systématique. Il faut savoir que dans nos vergers, on a déjà fait d'introduction de mésanges, on a des nichoirs, on a des choses. Voilà, on a même essayé d'introduire de la coccinelle. Donc voilà, il y a bien des choses qui sont faites, mais il faut qu'on trouve encore d'autres solutions techniques et voire naturelles pour éviter d'utiliser ce produit. Selon la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Savoies, certains producteurs estimeraient les pucerons responsables de 70% de leurs pertes. Jugé néfaste pour les abeilles et potentiellement nuisible au développement cérébral, notamment chez les fœtus et les jeunes enfants, la réintroduction de ce pesticide suscite cependant le débat. On est vraiment face à la protection d'un type d'agriculture industrielle vouée à l'exportation, alors que les agriculteurs de terrain, eux, sont beaucoup plus favorables à une agriculture qui ne met pas en danger les sols, la qualité de l'eau, etc. Et on sait aussi que les agriculteurs sont les premiers exposés. Les salariés de ces entreprises sont les premiers exposés puisque c'est eux qui épandent ces pesticides. Des pesticides aussi qui touchent en premier lieu les riverains de ces champs. Et on a pas mal d'écoles aussi autour de ces champs. Donc un impact direct sur les riverains. La loi Duplon ne se limite cependant pas à la réintroduction de l'acétamipride. Une quinzaine de mesures principales la composent et ces changements étaient attendus par la FDSEA. Elle avait vraiment ce volet administratif et lever des contraintes autour par exemple des permis de construire, du développement des exploitations pour ne pas se retrouver bloqués par rapport au PLU et autres, pour pouvoir laisser les agriculteurs investir aussi sur leur territoire. Il y a un volet très important pour nous qui est aussi le stockage de l'eau. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on aura besoin pour abreuver nos animaux. Un recours constitutionnel contre cette loi agricole a depuis été déposé. Il revient donc désormais au Conseil constitutionnel de juger si le texte est conforme à la Constitution française. La dermatose nodulaire contagieuse bovine continue de sévir sur le territoire. Ce dimanche 13 juillet, 2 nouveaux foyers ont été recensés en Haute-Savoie concernant des troupeaux distincts sur les communes de Massingy et de Faverges. Mais si pour ces dernières exploitations l'abattage total du troupeau a tout de suite été mis en œuvre, ce n'est en revanche pas le cas à Cessin. L'éleveur du Gaec-du-Chêne a en effet demandé l'aide de ses pairs pour bloquer le processus d'abattage, comme nous l'explique Raphaël Baltassa, le porte-parole de la Confédération paysanne qui dénonce la gestion actuelle de la crise. Je vous propose de l'écouter. Depuis plusieurs jours, il y a une ferme qui a connu un cas de dermatose, qui est censé être en abattage total aussi, et puis pour lequel il n'y a pas eu de nouveaux animaux depuis plus de 15 jours qui ont été malades. Du coup, le restant du troupeau se porte à merveille. Les 2 vaches, une vache plus une autre qui était des imparts plus loin,
qui étaient, elles, malades, ont été euthanasiées tout de suite. Et puis, voilà. Mais par contre, les autres se portent tout à fait bien. La production laitière, elle ne bouge pas. Et alors, les éleveurs s'opposent, de cette ferme-là, s'opposent à l'abattage. Et du coup, il y a le soutien de la coordination rurale et de la Confédération paysanne. Et du coup, cette ferme est un peu, du coup, aujourd'hui protégée par une mobilisation qui se renouvelle régulièrement autour de chez elle. Voilà. On essaie de soutenir de notre lieu et puis on essaie d'apporter notre point de vue et notre vision à la gestion de cette crise. Voilà, qui est assez effrayante avec les conséquences que ça entraîne en termes d'abattage totaux surtout, et puis de gestion de la maladie en elle-même. Mais la maladie, il semble qu'on puisse la gérer. S'il arrive dans un troupeau, c'est problématique, mais il semblerait que ça puisse passer. Par contre, ça entraîne un abattage total et ça, c'est absolument dramatique. Et ça, on doute un petit peu que ça puisse suffire pour arriver à... Enfin, on doute même fortement que ça puisse suffire pour arriver à l'extinction de la maladie qui est un peu l'objectif officiel affiché. Depuis 2 jours déjà, la ville de Megève vit au rythme de la 14e édition de son jumping international. Grand rendez-vous équestre se déroulant sur 7 jours de compétition, cet événement rassemble des amateurs comme des sportifs de haut niveau. Cette année, si une quinzaine de nations sont présentes, la plupart des cavaliers restent issus des équipes et clubs de l'Hexagone. Et parmi ceux-ci, Léona Merméo-Baron. Basée à Sénot, la jeune fille était déjà victorieuse du Grand Prix de Megève l'an dernier. Chloé Lemeur l'a rencontrée il y a quelques jours. Elle était en pleine préparation. Je vous propose de regarder ce reportage. Depuis un mois, c'est devenu une habitude pour Léona. Plusieurs fois par semaine, la cavalière anessienne prépare Inel, sa jument, pour une petite séance de travail. L'une des dernières avant de partir direction le jumping international de Megève. Pour cette séance, ce sera des sauts de puce. Donc les sauts de puce, c'est 3 sauts rapprochés qui travaillent la mobilité du corps, la réactivité. Et c'est bien de faire ça avant un concours, vraiment pour qu'ils utilisent un petit peu leur corps et les assouplir. Ça permet de faire des petits réglages encore entre nous et de pouvoir être bien connectés. Scellé et bridé, c'est donc parti pour une séance d'une petite heure environ. Et l'enjeu est une fois de taille pour Léona. Gagnante du Grand Prix 2024, la cavalière de 24 ans compte bien briller une nouvelle fois avec son cheval First to Cash Out. Mais l'objectif est aussi de se challenger avec sa nouvelle monture. Inel, c'est une jument de 7 ans qui va faire sa première fois au jumping de Megève. Donc ça va surtout être une prise d'expérience puisqu'elle est encore assez jeune et que c'est des concours assez impressionnants. Donc ça va être plutôt vraiment un concours de travail, on va dire. Chaque parcours est différent, donc il y a des parcours qui vont être plus adaptés à certains chevaux qu'à d'autres. Donc on verra si le parcours nous convient et si mon cheval est en forme. Des ambitions qui s'annoncent d'ailleurs encourageantes ce matin. Malgré quelques petits réglages, c'est une séance plutôt bien menée pour le duo. Ce qui est important lors d'une séance, c'est qu'on ait une évolution positive entre le début et la fin. Et là, c'était le cas. Au début, en fait, c'est un exercice qui leur demande de réfléchir. Donc au début, fallait le temps qu'elles comprennent, qu'elles cherchent un petit peu. Et à la fin, elle a trouvé des solutions et elle a vraiment fait l'exercice comme il faut. Donc je pense que là, c'était la petite touche finale, mais je pense qu'elle est prête, ça y est. Prête et déterminée, c'est donc dans cet esprit que Léona aborde ce concours 3 étoiles. Mercredi, c'est avec Inel qu'elle disputera sa première épreuve lors du prix Arnaud, avant de repartir à la conquête du Grand Prix 2025. Léona Merméo-Baron que vous pourrez d'ailleurs retrouver dès demain mercredi dans le 2e volet de la série de la semaine de Chloé Lemeur avec un focus sur le prix Arnaud. Allez, on reste dans l'univers du sport pour évoquer les championnats de France de trail qui avaient lieu à Val d'Isère ce week-end. Un rendez-vous que vous avez peut-être pu suivre en direct sur notre antenne. Le samedi sur le format long de 72 km, c'est le local Benjamin Roubiol qui s'est imposé chez les hommes. Il a bouclé le parcours exigeant de plus de 5000 mètres de dénivelé en 7 heures et 48 minutes. Du côté des femmes, c'est la franco-américaine Hilary Gérardi qui a été sacrée championne de France. Pour ce qui est de l'épreuve de trail court, Frédéric Tranchant s'est lui imposé ce dimanche, une semaine après sa victoire sur le kilomètre vertical. Cécile Jarousseau s'empare, elle, du titre de championne de France de trail court chez les femmes en terminant les 32 km en 3h48 minutes. 4 vainqueurs qui auront d'ailleurs gagné au passage leur ticket pour intégrer l'équipe de France dans le but de représenter l'Hexagone à l'occasion des championnats du monde de trail prévus à la fin du mois de septembre.
Et nous voilà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour l'information sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. On se quitte avec un florilège de très belles images toutes droit venues de Chamonix qui accueillait ces derniers jours une manche de Coupe du Monde d'escalade. Dans l'épreuve de difficulté, la Sud-Coréenne Chaeyoung Seo s'est imposée pour la 6e fois de sa carrière, soit autant de victoires que le Japonais Sorato Hanraku qui remporte lui aussi l'épreuve dans le classement des messieurs. Devant plus de 18 000 personnes, le week-end s'est donc conclu ce dimanche soir par les finales d'escalade de vitesse au cours desquelles le Britannique Sam Watson a pu dompter la concurrence. Du côté des femmes, c'est la Polonaise Alexandra Miroslo qui a remporté la compétition 6 années après sa victoire sur cette même place du Mont Blanc. En ce qui concerne la suite de nos programmes, ne manquez pas dans un instant la météo de Thierry Paulme et quant au prochain point avec l'actualité, il est prévu pour ce mercredi à partir de 18h. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.